Alors que la 13e croisade noire d'Abaddon le Fléau atteint son paroxysme, l'attention des stratèges se concentre sur un objectif crucial, Cadia Secundus. Ce monde-forteresse représente la clé du dispositif défensif impérial gardant la porte cadienne, dernier rempart contre les hordes du chaos émergeant de l'œil de la terreur. Malgré les innombrables conflits qui embrasent de multiples systèmes, tous les analystes militaires, tant impériaux qu'hérétiques, s'accordent sur un point fondamental. L'issue de cette croisade se décidera sur Cadia. Toutefois, les rangs du chaos sont minés par des tensions internes et des ambitions personnelles qui menacent la cohésion de cette offensive coordonnée. En contradiction directe avec les ordres d'Abaddon, 2 de ses puissants lieutenants ont choisi de suivre leur propre dessein. Le prince démon Be'lakor et le forge-guerre Shontu des Iron Warriors. Cette alliance improbable a utilisé ses ressources pour translater leurs forces combinées directement dans l'arrière-garde impériale, ciblant le Phalanx, l'imposante forteresse stellaire mobile servant de sanctuaire et de base opérationnelle aux Imperial Fists. Cette initiative téméraire n'a jamais reçu l'approbation d'Abaddon, qui considère cette action comme une dispersion dangereuse et contre-productive de ses précieuses ressources. Les forces corrompues émergent d'une déchirure warp directement au cœur de cette forteresse stellaire, en orbite autour de Terra. Leur objectif est aussi audacieux que terrifiant, s'emparer rapidement du Phalanx pour retourner ses batteries d'armes dévastatrices contre le palais impérial lui-même. Face à cette menace existentielle, le capitaine Thor Garadon, maître respecté de la 3e compagnie, assume le commandement des défenseurs, drastiquement surpassé en nombre. Malgré ce désavantage numérique écrasant, les fils de Rogaldorn exploitent leur connaissance intime de chaque recoin, chaque corridor et chaque système du Phalanx pour tendre des embuscades mortelles, transformant progressivement leur sanctuaire ancestral en un piège létal pour les envahisseurs. Au cœur de cette forteresse mobile, le Castellum fortifié, véritable citadelle au sein même de la citadelle, se métamorphose en un bastion de résistance acharnée. Les défenseurs y appliquent les principes tactiques militaires des Imperial Fists. Chaque cartouche est tirée avec une précision chirurgicale, chaque corridor est défendu jusqu'à l'épuisement total, chaque position est maintenue jusqu'au dernier souffle. Pourtant, malgré cette détermination inébranlable, les positions impériales cèdent inexorablement sous les assauts combinés des machines de guerre fracassantes des Iron Warriors et des hordes démoniaques de Be'lakor. Alors que le sort du Phalanx vacille dans un équilibre précaire, l'avenir même de Terra et, par extension, de l'Imperium tout entier pourrait bien dépendre de l'issue de cette bataille désespérée qui se déroule loin des regards, dans les profondeurs froides de l'espace. L'attaque du Phalanx représente un chef-d'œuvre de planification militaire corrompu. Contrairement aux assauts conventionnels, Be'lakor a orchestré un rituel psychique massif, mobilisant des milliers d'adorateurs sacrifiés pour créer 7 points d'entrée à l'intérieur même de la forteresse. Cette approche contourne entièrement les défenses extérieures du Phalanx, rendant obsolètes ses boucliers et systèmes de détection avancés. L'assaut repose sur une combinaison létale de technologies corrompues et de sorcellerie warp. Les virus Scrapcode conçus par Shontu représentent l'aboutissement de millénaires de guerre contre les systèmes impériaux. Ces programmes malveillants imprégnés d'influence warp ne se contentent pas d'interrompre les opérations. Ils transforment littéralement les machines en agents du chaos, retournant les défenses automatisées du Phalanx contre ses défenseurs. Dans les profondeurs du secteur héliochrome, des serfs techniciens observent avec horreur les canons automatiques pivoter vers l'intérieur, leur système de ciblage identifiant soudain les Imperial Fists comme des menaces prioritaires. En parallèle, Be'lakor déploie ses rituels de possession
avec une précision clinique. Contrairement aux possessions démoniaques habituelles, ces rituels sont calibrés pour cibler spécifiquement certains membres d'équipage, notamment ceux ayant accès au système critique du phalanx. Chaque possession crée un effet cascade, semant confusion et chaos dans des secteurs entiers de la forteresse. La stratégie d'infiltration psychique de Be'lakor cible délibérément les nœuds de commandement du phalanx. Les officiers de communication sont les premiers touchés, leurs esprits subtilement altérés pour transmettre des ordres contradictoires. Cette corruption s'étend ensuite aux techniciens de maintenance, dont les actions apparemment routinières sabotent progressivement les systèmes de survie. Le génie de cette approche réside dans sa subtilité initiale. Les premiers signes de possession sont si discrets que les victimes elles-mêmes ignorent leur corruption. Un sergent vétéran de la 3e compagnie rapporte avoir vu un membre d'équipage ouvrir méthodiquement des vannes de régulation, tout en récitant les protocoles de maintenance standards, ses yeux reflétant une lueur violacée à peine perceptible. La synchronisation entre les attaques technologiques et psychiques témoigne d'une coordination parfaite entre Shontu et Be'lakor. Lorsque les virus Scrap Code atteignent un système critique, les possédés sont déjà en position pour empêcher toute intervention manuelle de secours. Cette double approche neutralise efficacement les protocoles de redondance soigneusement élaborés par les Imperial Fist au fil des millénaires. L'art de la guerre de siège a toujours été la spécialité des Iron Warriors. Et pour cette opération contre le phalanx, Shontu n'a pas lésiné sur les moyens. Son arsenal comprend des percuteurs à armature thermique, d'une puissance dévastatrice, capables de traverser les cloisons internes renforcées de la forteresse, comme si elles étaient faites de simple papier. Ces armes de siège représentent des siècles de perfectionnement technologique corrompu, chacune étant le fruit d'innombrables batailles contre les défenses impériales. À côté de ces percuteurs, Shontu a déployé des résonateurs harmoniques, dont la conception révèle une connaissance approfondie des fréquences structurelles du phalanx. Ces appareils émettent des ondes soniques précisément calibrées pour déstabiliser les systèmes de défense conçus par les Imperial Fist, provoquant des défaillances en cascade dans les nœuds de contrôle. Un seul de ces résonateurs, activé dans le secteur héliochrome, suffit à neutraliser un réseau entier de tourelles automatisées, laissant une voie d'accès grande ouverte aux assaillants. Plus insidieux encore sont les dévoreurs de données, des constructions biomécaniques qui s'interfacent directement avec les systèmes cogniteurs du phalanx. Ces créations hybrides ne se contentent pas de voler des informations. Elles assimilent et corrompent activement les banques de données historiques, effaçant des millénaires de connaissances accumulées, tout en implantant des instructions malveillantes dans les systèmes de contrôle. Ce qui trouble profondément les défenseurs est l'étendue de la connaissance que possède Shontu concernant l'architecture interne du phalanx. Entre les mains de ses lieutenants circulent des schémas détaillés, révélant des passages secrets et des nœuds structurels vitaux qui devraient être inconnus de tout ennemi. Ces informations, qu'elles soient le fruit d'infiltrations patiemment orchestrées sur des siècles ou de trahisons depuis longtemps oubliées, transforment ce qui aurait dû être un siège impossible en une opération chirurgicale calculée avec une précision mortelle. Dans les communications interceptées entre les officiers des Iron Warriors, on peut entendre des références à des sections du phalanx dont l'existence même est censée être un secret jalousement gardé par le haut commandement des Imperial Fist. La finalité de ce plan audacieux est aussi simple que terrifiante. Retourner le phalanx, cette forteresse stellaire aux capacités de feu apocalyptique, contre le cœur même de l'impérium qu'elle a juré de protéger. Si Shontu réussit, les batteries lance-torpilles planétaires, conçues comme le dernier rempart de Terra, deviendraient l'instrument de sa destruction. Pour Be'lakor, ce serait l'occasion d'accomplir un triomphe que même Abaddon le Fléau n'a pu réaliser en 13 croisades noires successives. Pour Shontu, ce serait la preuve ultime et définitive de la supériorité tactique des Iron Warriors sur les défenseurs de Terra. L'audace même de cette entreprise explique pourquoi Abaddon n'a jamais autorisé une telle opération.
Son succès éclipserait ses propres accomplissements, déstabilisant dangereusement l'équilibre de pouvoir au sein des forces du chaos. Et dans la logique tordue de la guerre éternelle qui oppose les forces de l'Imperium à celles du chaos, cette considération politique n'est qu'une motivation supplémentaire pour les conspirateurs. Chaque explosion qui ébranle les fondations du Phalanx résonne comme un défi lancé non seulement aux Imperial Fists, mais aussi au fléau lui-même. Au cœur de la forteresse stellaire assiégée se dresse le capitaine Thor Garadon, vétéran stoïque dont l'expérience tactique s'est forgée dans d'innombrables conflits à travers la galaxie. Son visage marqué par les cicatrices de 1000 batailles reflète la gravité de la situation, et ses yeux révèlent cette détermination inébranlable, caractéristique des fils de Dorn. Face à l'infiltration simultanée des forces du chaos en 7 points distincts de la structure, Garadon doit composer avec une réalité brutale. Il dispose d'à peine 30 vétérans de la première compagnie et d'une 3e compagnie récemment reconstituée, dont les recrues n'ont jamais connu l'horreur d'un assaut du chaos à grande échelle. La première décision de Garadon révèle son pragmatisme tactique. Abandonner immédiatement certaines sections périphériques du Phalanx pour consolider une défense concentrique autour des systèmes vitaux. Cette approche, contre-intuitive pour les Imperial Fists traditionnellement réticents à céder le moindre terrain, illustre sa capacité à s'adapter face aux circonstances exceptionnelles. Sa stratégie de défense s'articule autour de 3 cercles concentriques, chacun protégeant des éléments de plus en plus vitaux de la forteresse. Le cercle extérieur défend les générateurs de boucliers secondaires. Le médian protège les nœuds de communication et les arsenaux, tandis que le cercle intérieur forme un périmètre infranchissable autour du cœur du Phalanx. Ce qui distingue cette organisation défensive est sa nature dynamique. Garadon conçoit un système de défense mobile fluide, où les groupes de combat peuvent rapidement se redéployer via les tunnels de maintenance connus uniquement de l'élite des Imperial Fists. Ces passages secrets, invisibles sur les schémas en possession de Shontu, deviennent l'avantage asymétrique crucial des défenseurs. Creusés dans l'épaisseur même des parois blindées du Phalanx, ces tunnels permettent aux escouades de Garadon d'apparaître là où l'ennemi les attend le moins, frappant avec précision avant de disparaître à nouveau dans le labyrinthe de la forteresse. Dans le secteur héliochrome, une escouade d'Iron Warriors progresse méthodiquement lorsque les murs eux-mêmes semblent s'ouvrir, révélant une demi-douzaine de Terminators qui déciment les assaillants avant de s'évanouir dans les entrailles du Phalanx, laissant derrière eux uniquement des cadavres et la confusion. L'expertise balistique légendaire de Garadon trouve une application inattendue lorsqu'il entreprend de réactiver personnellement les protocoles de défense ancestraux du Phalanx. Ces systèmes, dont certains datent de l'époque précédant même l'arrivée de Rogaldorn à sa tête, sont restés dormants pendant des millénaires. À l'aide d'une équipe restreinte de tech marine, il procède à la recalibration des batteries automatisées internes, un réseau de tourelles autonomes enchâssées dans les parois même des couloirs stratégiques. Ces armes, tombées en désuétude au fil des siècles, représentent désormais une ligne de défense inattendue, contre laquelle les forces de Shontu se heurtent avec stupéfaction. Faisant preuve d'une capacité d'improvisation remarquable, Garadon mobilise les milliers de serfs et membres d'équipage qui, en temps normal, assurent le fonctionnement quotidien du Phalanx. Bien que non combattants par nature, ces hommes et femmes reçoivent une formation accélérée et des missions adaptées à leurs capacités. La structure hiérarchique mise en place s'avère particulièrement efficace, avec chaque Space Marine vétéran supervisant plusieurs groupes de serfs. Les chaînes de communication redondantes assurent la coordination, même en cas de perte d'officiers, tandis que des objectifs tactiques simples mais précis sont assignés pour éviter la confusion sur le champ de bataille. Cette intégration des forces non Astartes constitue l'un des aspects les plus remarquables du commandement de Garadon, témoignant de sa compréhension que, dans une guerre d'attrition, chaque combattant compte, quelle que soit son origine.
Là où Shontu possède des schémas partiels du phalanx, Garadon dispose d'une connaissance intime de chaque jointure, de chaque faiblesse de la forteresse. Cette asymétrie informationnelle devient l'avantage décisif des défenseurs. Les Imperial Fists mettent en place un système de frappe et repli, exploitant les passages de maintenance, permettant à des escouades réduites d'infliger des dégâts disproportionnés avant de disparaître dans le dédale de la structure. Cette tactique, plus caractéristique des Space Marines comme les Raven Guard que des Imperial Fists traditionnellement plus directs, démontre l'adaptabilité tactique de Garadon. Face à l'infiltration croissante du scrap code dans les systèmes du phalanx, Garadon prend une décision controversée qui divisera ultérieurement le haut commandement des Imperial Fists: l'activation des protocoles d'auto-purification. Ces protocoles, intégrés dans l'architecture même du phalanx lors de sa construction, permettent d'inonder des sections entières de plasma brûlant, éliminant toute présence ennemie, mais au prix de dommages structurels considérables à la forteresse elle-même. Pour un chapitre qui vénère sa forteresse monastère comme une relique sacrée, cette décision représente un sacrifice spirituel considérable. À mesure que la bataille s'intensifie et que des sections entières du phalanx tombent aux mains des forces du chaos, Garadon se voit confronté à un dilemme tactique sans précédent. Les systèmes de commande principaux sont compromis, et l'ennemi progresse inexorablement vers le cœur de la forteresse. C'est alors qu'il prend la décision la plus lourde de conséquences de sa carrière: activer le protocole Dorn, un système de défense antique dont l'existence même est considérée comme légendaire par la plupart des membres du chapitre. Ce protocole, encodé dans les fondations même du phalanx, déclenche l'excision physique de sections entières de la structure, l'effondrement contrôlé de nœuds structurels stratégiques et la reconfiguration complète des champs gravitationnels internes. L'activation de ce protocole entraîne la perte d'environ 1/10 de la masse totale du phalanx, un prix exorbitant qui sera longuement débattu dans les annales des Imperial Fists. Et dans l'immédiat, cette mesure désespérée permet de contrer l'avancée des forces du chaos, piégées dans des sections désormais isolées ou détruites. Tout au long de cette défense improvisée, la capacité de Garadon à maintenir le moral et la discipline de ses troupes face à des probabilités écrasantes se révèle aussi importante que ses décisions tactiques. Son approche de commandement combine des briefings concis et directs, transmettant l'information essentielle sans ambiguïté, une présence personnelle au point critique du front inspirant les défenseurs par l'exemple, et la délégation d'autorité à des officiers de confiance permettant une réaction rapide aux développements inattendus. Le réseau de communication hiérarchisé qu'il établit, avec des Space Marines vétérans servant d'officiers de liaison auprès des groupes de serre et d'équipage, permet de maintenir une cohésion remarquable, malgré le chaos de la bataille multifrontale qui se déroule à travers la vaste structure du phalanx. Alors que la bataille atteint son paroxysme, ce leadership imperturbable qui transforme ce qui aurait dû être une défaite certaine en une défense qui entrera dans les légendes de l'Imperium. Une défense qui prouve, une fois de plus, que même face aux hordes du chaos, la détermination inébranlable des fils de Dorn ne peut être sous-estimée. Tandis que Shontu mène l'assaut technique sur la salle des machines, quelque chose de bien plus sinistre se matérialise dans la chapelle de l'Empereur, le cœur spirituel du phalanx. L'air s'électrifie alors que 3 avatars psychiques de Be'lakor se manifestent simultanément. Ces projections ne sont pas de simples illusions, mais des extensions semi-corporelles du prince démon lui-même, chacune incarnant un aspect distinct de sa malveillance primordiale. Contrairement aux manifestations démoniaques conventionnelles qui nécessitent un hôte ou un portail stable, ces avatars exploitent les fissures dimensionnelles créées par les rituels préalables, permettant à Be'lakor de projeter sa conscience fragmentée sans risquer sa forme véritable. Ce phénomène n'est pas simplement physique et représente une manifestation tangible du vide warp, une absence fondamentale qui draine la chaleur et l'espoir avec la même efficacité. Les communications Vox ne transmettent plus que des échos psychiques distordus, rires moqueurs, murmures insidieux et promesses de damnation. Ce n'est pas une simple interférence technique, mais une corruption délibérée du médium de communication lui-même, transformant chaque tentative de coordination en une source de confusion supplémentaire.
L'attaque de Be'lakor transcende les dimensions physiques pour atteindre directement l'esprit des défenseurs. Même les Space Marines, pourtant conditionnés contre la peur, ressentent une anxiété primordiale face à ces manifestations qui défient leur compréhension rationnelle du combat. Les effets sensoriels se manifestent en vagues concentriques autour de chaque avatar. Dans un rayon de 5 mètres, la première sphère d'influence provoque une distorsion complète de la réalité où l'espace lui-même semble plier et se tordre. Les défenseurs dans cette zone rapportent voir leurs propres mains vieillir et se décomposer avant de revenir à la normale. Entre 5 et 15 mètres s'étend la deuxième sphère, caractérisée par des hallucinations tactiles et auditives. Les Space Marines sentent des présences invisibles effleurer leurs armures, certains jurant entendre les voix de frères tombés depuis longtemps les appeler par leur nom. La troisième sphère, s'étendant jusqu'à 30 mètres, induit une subtile altération de la perception temporelle, où les mouvements semblent ralentir ou accélérer de manière imprévisible, rendant la coordination des défenses extrêmement difficile. La présence de Be'lakor ne corrompt pas seulement les esprits, mais également la structure même du phalanx. Les matériaux de construction, imprégnés depuis des millénaires de prières et de rituels de consécration, réagissent violemment à cette intrusion warp. Cette corruption architectonique n'est pas simplement esthétique, elle représente une tentative de Be'lakor de transformer la chapelle en un nœud warp permanent, un point d'ancrage qui lui permettrait de maintenir une présence dans la réalité matérielle, même après son départ. Face à cette attaque multidimensionnelle, les défenseurs doivent lutter non seulement physiquement, mais aussi psychiquement. Les Librarians présents tentent de créer des barrières psychiques pour isoler les sections les plus critiques de la chapelle, et leurs efforts sont constamment sapés par la puissance brute de Be'lakor. Le combat prend une dimension particulièrement éprouvante pour les non-Astartes présents. Les serfs et techniciens, dépourvus du conditionnement mental des Space Marines, sont les premiers à succomber à l'influence corruptrice. Garadon, reconnaissant ce danger, ordonne l'évacuation immédiate de tout le personnel non-Astartes, sacrifiant la main-d'œuvre technique pour préserver l'intégrité spirituelle de ses forces. À mesure que la bataille se prolonge, les avatars de Be'lakor gagnent en substance et en influence. Ce qui avait commencé comme des projections semi-transparentes acquiert progressivement une matérialité inquiétante. Des griffes éthérées deviennent capables de déchirer l'acier céramite des armures, tandis que les murmures psychiques se transforment en hurlements assourdissants qui peuvent faire saigner les tympans, même à travers un casque hermétique. Cette escalade n'est pas aléatoire, mais suit un schéma précis correspondant aux phases rituelles d'une invocation complète. Si le processus n'est pas interrompu, Be'lakor pourrait potentiellement manifester sa forme véritable dans la chapelle. Un événement catastrophique qui compromettrait définitivement l'intégrité du phalanx tout entier. Les défenseurs observent avec horreur que chaque Space Marine qui tombe au combat semble alimenter cette manifestation croissante, comme si la mort de guerriers aussi puissants servait de carburant au rituel d'invocation. L'assaut psychique atteint son paroxysme lorsque les 3 avatars commencent à converger vers le centre de la chapelle, leurs formes distinctes se fondant progressivement en une entité unique et terrifiante. L'air lui-même semble se déchirer autour de cette fusion, révélant des aperçus fugaces du warp brut. Des visions si aliénantes que plusieurs Space Marines vétérans sont forcés de désactiver leur système visuel pour préserver leur santé mentale. C'est à ce moment critique que Garadon comprend que les armes conventionnelles ne suffiront pas. La bataille pour le phalanx est devenue une guerre sur 2 fronts simultanés. L'un matériel, l'autre spirituel. Et pour la première fois dans l'histoire des Imperial Fists, la victoire sur le front matériel pourrait s'avérer secondaire face à la menace psychique qui se déploie au cœur même de leur forteresse ancestrale. Simultanément, à l'autre extrémité de la forteresse, le forge-guerre Shontu mène personnellement l'assaut sur la salle des machines principale, le cœur technologique du phalanx. Cette attaque révèle la véritable nature de son plan. Tandis que Be'lakor distrait les principales forces défensives dans la chapelle, Shontu cherche à prendre le contrôle des systèmes vitaux de la forteresse. Les lieutenants de Garadon, anticipant cette manœuvre, déploient une force défensive substantielle.
commandé par le Techmarine Phineas et le sergent Victarion. La bataille qui s'y déroule est d'une brutalité mécanique. Les Iron Warriors, déployant des constructs techno-hérétiques, déversent des torrents de scrap code corrupteurs, tandis que les défenseurs luttent pour maintenir l'intégrité des systèmes centraux. L'affrontement entre Shontu et Victarion devient l'épicentre d'une violence apocalyptique. Le Forge-Guerre, équipé d'une armure cataphractie modifiée et d'un maillet énergétique capable de fendre des blindages de tanks, affronte le sergent Imperial Fist, dont la détermination compense l'infériorité matérielle. Leur duel transforme la passerelle de contrôle centrale en un champ de ruines fumantes, chaque coup échangé endommageant davantage les consoles et les mécanismes environnants. C'est alors que Thor Garadon prend une décision qui hantera les survivants pendant des siècles. Activant son communicateur à longue portée, il transmet un code d'autorisation au commandement secondaire. Protocole d'Orne Delta Septime. Excision sacrificielle. À travers toute la forteresse, des explosions contrôlées retentissent. Les sections entières du phalanx, certaines occupées par des défenseurs piégés, sont physiquement détachées de la structure principale, emportant avec elles des milliers d'assaillants dans le vide spatial. Cette manœuvre désespérée coûte la vie à près de 1000 serfs et une douzaine de Space Marines, mais rompt momentanément la concentration de Be'lakor, dont les avatars vacillent sous l'impact psychique des sacrifices massifs. Dans la salle des machines, cette perturbation donne un avantage temporaire à Victarion, qui parvient à infliger une blessure profonde à Shontu, fracturant son armure au niveau de l'articulation d'épaule. Le Forge-Guerre riposte avec une fureur redoublée, décapitant le brave sergent d'un coup de maillet, mais sa blessure ralentit considérablement sa progression. La réponse de Be'lakor ne se fait pas attendre. Exploitant les failles dimensionnelles créées par l'excision des sections sacrifiées, il renforce ses avatars qui se transforment en monstruosités plus substantielles. Les défenseurs survivants se retrouvent confrontés à une manifestation plus tangible et plus létale de la malveillance démoniaque. L'atmosphère de la chapelle se charge d'une brume sanguine aux propriétés corrosives. Les reliques exposées commencent à suinter un liquide noirâtre, tandis que les statues des héros semblent pleurer des larmes de sang. Un sentiment de désespoir écrasant submerge même les Space Marines vétérans, leur certitude ébranlée par la puissance warp qui sature leur sanctuaire. Garadon, isolé près de l'hôtel central, se retrouve encerclé par les 3 avatars fusionnés en une entité à multiples visages. Chaque visage reflète un aspect de ses propres peurs et doutes. L'échec de son commandement, la perte irrémédiable de l'héritage des Imperial Fist, la trahison de son devoir envers l'empereur. Dans la salle des machines, Shontu parvient à subjuguer les derniers défenseurs, laissant le Techmarine Phineas mourant, mais conscient pour assister à son triomphe. Le Forge-Guerre commence méthodiquement à reconfigurer les systèmes du phalanx, préparant la forteresse à devenir une arme tournée contre Terra. Mais le capitaine Garadon ne lui en laisse pas l'opportunité. Il consent à un ultime sacrifice et ordonne l'autodestruction de la salle des machines elle-même. Shontu s'en aperçoit trop tard pour interrompre le processus. Il a tout juste le temps de rejoindre ses navettes pour l'évacuation, abandonnant à l'occasion son allié démoniaque et nombre de légionnaires des Iron Warriors. Pendant ce temps, dans la chapelle de l'Empereur, alors que les avatars de Be'lakor convergent pour anéantir le capitaine Garadon, un phénomène inexplicable se produit. Les températures chutent brutalement dans plusieurs sections critiques du phalanx, et des flammes éthérées d'un bleu spectral commencent à danser le long des murs. Dans un silence surnaturel qui contraste violemment avec le chaos de la bataille, des silhouettes fantomatiques émergent des ombres. Des Space Marines en armure carbonisée, leurs visages squelettiques luisant d'une lumière intérieure, leurs yeux brûlants comme des braises. La Légion des damnés vient d'entrer dans la bataille. Un Iron Warrior lève son maillet énergétique pour achever un Terminator Imperial Fist tombé lorsqu'un bolter spectral tonne. Le projectile, laissant une traînée de flammes bleuâtres,
traverse son armure comme si elle était faite de papier. L'hérétique s'effondre sans un cri, tandis que 3 guerriers damnés apparaissent, leurs mouvements fluides et silencieux contrastant avec la lourdeur de leurs armures, ornées de symboles mortuaires. Cette intervention renverse particulièrement la dynamique du combat. Les guerriers spectraux frappent avec une précision chirurgicale, ciblant les points névralgiques de l'offensive ennemie. Leur présence crée un contraste saisissant, une lueur d'espoir providentiel au milieu des ténèbres du chaos. Pris entre les fils de Dorn et les guerriers sépulcraux de la Légion, l'emprise du prince démon sur le phalanx s'affaiblit. Malgré ses appels répétés à ses sombres maîtres, ses faveurs ne sont pas renouvelées. La chapelle de l'empereur, le lieu d'un dernier carré, devient la scène sur laquelle une grande victoire s'achève. Be'lakor bat alors en retraite, et les entités démoniaques qu'il a convoquées s'évanouissent bientôt dans le vide, plongeant la chapelle de l'empereur dans un silence glaçant. Les défenseurs survivants émergent lentement de leur position, découvrant l'ampleur de la désolation. La victoire est indéniable. Le phalanx reste aux mains des Imperial Fists et la menace immédiate contre Terra est écartée. Mais le coup est presque insupportable. Près d'un tiers de la structure de la forteresse est perdue ou gravement compromis. Des milliers de serfs et 67 Space Marines ont péri. D'innombrables reliques et archives historiques sont détruites ou corrompues, et des sections entières restent imprégnées d'énergie warp résiduelle. Garadon se tient dans la chapelle partiellement effondrée, contemplant l'Aquila impériale désormais fendue en deux, mais toujours debout. Son visage, marqué par les stigmates de l'exposition directe aux énergies warp, ne trahit aucune émotion. Pourtant, ceux qui servent sous ses ordres depuis des décennies perçoivent le poids écrasant de cette victoire pyrrhique. Le contingent de la Légion des damnés, quant à lui, ne disparaît pas dans l'immatérium comme à son habitude. Il se tient silencieusement dans la chapelle de l'empereur, comme s'il attendait quelque chose. Pas même Garadon ne parvient à se convaincre d'aller interroger le sergent cadavérique qui se tient à la tête de ses légionnaires. Par conséquent, l'objet de leur quête ne sera jamais connu. Les Tech Marines estiment que la restauration complète du phalanx nécessitera plusieurs décennies, et certains dommages, particulièrement ceux de nature spirituelle, pourraient ne jamais être entièrement réparés. La forteresse porte désormais les cicatrices visibles de sa confrontation avec le chaos, des marques qui rappelleront à jamais la fragilité même des bastions les plus puissants de l'Imperium. Tandis que les serviteurs commencent le long processus de reconstruction, les Auspex détectent des anomalies intermittentes dans les systèmes du phalanx, comme si quelque chose d'étranger résidait encore dans ces circuits les plus profonds. Les Tech Marines attribuent ces phénomènes au dommage des systèmes, mais certains vétérans, plus superstitieux, murmurent que la forteresse elle-même a été marquée par son exposition au warp et ne sera plus jamais la même. Pour les Imperial Fists, la défense du phalanx représente à la fois leur plus grande victoire récente et leur échec le plus douloureux. Ils ont préservé leur héritage, mais en le voyant profondément altéré dans le processus. Lord Garadon, après avoir supervisé les phases initiales de la reconstruction, se retire dans ses quartiers personnels. Selon la tradition du chapitre, il grave lui-même les noms des frères tombés sur son armure. Un rituel qui prend plusieurs jours, quand les pertes ont été lourdes. Quand il réapparaît finalement sur le pont de commandement temporaire, son armure est couverte d'inscriptions miniatures, témoignage silencieux du coût de cette défense. La défense du phalanx a démontré que même les forteresses les plus imprenables peuvent être menacées, mais aussi que la détermination et le sacrifice des fils de Dorn demeurent une barrière que même les puissances du chaos hésiteront désormais à défier directement. Alors que le phalanx blessé reprend lentement sa position orbitale autour de Terra, ses batteries d'armes réparées pointées vers les étoiles en signe de vigilance éternelle, une vérité s'impose.
La 13e croisade noire a laissé sa marque, même au cœur du système Sol, prouvant qu'aucun sanctuaire n'est véritablement à l'abri de la corruption.